Émilie n'a pas pleuré le soir où elle a découvert que son mari préparait son divorce. Elle n'a pas crié. Elle a simplement attendu le bon restaurant, la bonne table, la bonne lumière. Et elle est venue régler l'addition. La vraie. Mais revenons bien en arrière. Là où la faille n'est encore qu'une ombre imperceptible sur un mur parfaitement lisse. Là où le vernis de la normalité est si épais, si brillant, qu'il en devient aveuglant. Là où l'histoire commence vraiment, dans la douce monotonie d'un bonheur que l'on croit éternel. À cette époque, Émilie était l'épicentre d'un monde qu'elle avait patiemment, amoureusement, composé. Designer graphique de talent, elle évoluait dans un univers de grises invisibles, de contrastes maîtrisés, d'harmonie chromatique. Son œil, exercé à détecter le pixel défaillant, la marge mal alignée, la nuance de couleur qui, crie, était son outil le plus précieux. Elle appliquait cette rigueur esthétique à sa vie même. Son appartement était une ode à l'équilibre, un lieu où chaque objet avait sa place, sa raison d'être, où la lumière était tamisée à la perfection, où les silences étaient doux et complices. Et au cœur de cette composition, il y avait James. James, son mari depuis une décennie. James, dont la présence était devenue aussi naturelle, aussi rassurante, que la ligne d'horizon sur un paysage familier. Mais les lignes d'horizon, justement, peuvent se déformer sous l'effet de mirages. Et les premiers mirages apparurent subtilement, presque gentiment. Le sourire de James, par exemple. Il avait toujours été large, engageant, un peu timide au coin des lèvres. Émilie le connaissait par cœur, ce sourire, ses nuances, ses déclinaisons. Or, il se mit à changer. Il devint plus performé, plus éclatant, comme s'il était destiné à être vu de loin, capturé par un objectif. Il le déployait en quittant la salle de bain, en raccrochant son téléphone, parfois sans raison apparente, comme s'il répétait un rôle dans sa tête. Et ses mains, soudain, prirent l'habitude de tripoter la boucle de sa ceinture, de vérifier le nœud de sa cravate, une cravate qu'il portait de plus en plus souvent, même les week-ends où il ne sortait pas. Il passait de longues minutes devant le miroir de l'entrée, non pas pour se raser ou se coiffer, mais pour ajuster le col de sa chemise, lisser un pli imaginaire sur sa veste, le front barré d'un sillon léger mais persistant, une préoccupation sourde qui ne le quittait plus. Une réunion importante, chérie, devint sa phrase fétiche. Elle sonnait à l'heure du petit déjeuner, du dîner. Elle était la justification universelle des retards, des absences, de la fatigue qu'il traînait comme un manteau trop lourd. Très importante. Le client est intraitable. Le patron met la pression. L'avenir de tout le département en dépend. Les mots étaient toujours les mêmes, prononcés avec une conviction qui, au début, ne laissait place à aucun doute. Émilie hochait la tête, l'embrassait sur la joue, sentait parfois sur sa peau la tension musculaire qu'il tentait de dissimuler. C'était dans l'air, pourtant, avant même que les preuves concrètes n'apparaissent. Une qualité de l'atmosphère avait changé dans leur foyer. L'air, autrefois chargé de leur intimité partagée, l'odeur du café du matin, de ses crayons à papier, de son parfum à lui qui lui collait au pull, semblait s'être raréfié, refroidi. Une barrière invisible, faite de non-dits et d'absence mentale, s'était érigée entre eux. Émilie la sentait lorsqu'elle lui parlait et qu'il mettait quelques secondes de trop à répondre, le regard perdu au-delà d'elle, dans un monde parallèle où elle n'avait pas accès. Elle la sentait dans le léger recul de son corps sur le canapé, dans l'espace qui se créait entre leurs deux silhouettes alors qu'avant, elle se cherchait instinctivement. Puis vinrent les appels. Ce fut le premier craquement audible dans la façade lisse. Ils commencèrent à arriver à des heures incongrues. Tard le soir. Tôt le matin. Le week-end. James sursautait au premier vibrato, jetait un regard furtif à l'écran, qu'il masquait toujours d'une main, et se levait d'un bond. Le bureau, marmonnait-il. Où, le patron, il ne connaît pas les horaires. Et il se réfugiait sur le petit balcon, cet espace exigu donnant sur le puits d'aération de l'immeuble. Il y allait même quand l'hiver sifflait entre les barreaux, glaçant les géraniums en pot, même quand la pluie d'automne tombait en rideaux obliques, trempant ses épaules, son col de chemise. Émilie, restée à l'intérieur, observait sa silhouette encadrée par la baie vitrée. Elle le voyait penché, la nuque tendue, la main en coquille autour du téléphone pour étouffer sa voix. Mais par moments, un mot, un éclat de rire, un rire différent, plus libre, plus complice que celui qu'il avait avec elle traversait la vitre et venait mourir à ses pieds, comme un débris de verre. Il rentrait,
les joues rougies par le froid ou par l'émotion, évitant son regard. Un client difficile, Émilie. Un vrai casse-pied. Tu ne voudrais pas entendre les conneries qu'il me sort, ça te gâcherait ta soirée. Et il passait la main dans ses cheveux, un geste d'agacement qui ne parvenait pas à masquer une certaine excitation sous-jacente. Émilie hochait la tête, silencieuse. Elle serrait sa tasse de thé entre ses paumes, cherchant en vain une chaleur qui fuyait. Son reflet, dans la surface sombre du liquide, lui semblait chaque jour plus flou, plus distant, comme si elle-même commençait à se dissoudre dans le mensonge ambiant. Les retards s'installèrent ensuite, avec la régularité d'une maladie chronique. Ils n'étaient jamais énormes. Une demi-heure. 1 heure, parfois 2. Juste assez pour être gênant, pour laisser le dîner refroidir dans les plats, pour la faire s'asseoir sur le bord du canapé, l'oreille tendue vers le bruit de l'ascenseur. Les excuses, elles, se multipliaient, se diversifiaient, mais perdaient en crédibilité à mesure qu'elles se sophistiquaient. Le métro, une rame en panne à République, tout le réseau est paralysé. Pourtant, la radio ne mentionnait aucun incident. Un collègue a déposé, il habite à l'autre bout de la ville, tu ne le connais pas, il vient juste d'arriver. Mais il ne mentionnait jamais son nom. La réunion qui n'en finit plus, tu sais comment c'est avec les décideurs, ils aiment entendre le son de leur propre voix. Sa voix, à lui, devenait plus monocorde, moins convaincue, comme s'il se fatiguait lui-même de son propre scénario. Émilie ne disait rien. Elle accumulait. Chaque retard, chaque appel furtif, chaque regard fuyant était un petit caillou qu'elle rangeait dans un coin secret de son esprit. Le tas grossissait, lentement mais sûrement, formant une montagne de doutes muets qui pesaient sur chacune de leurs interactions. Elle devint une observatrice acharnée de leur propre vie. Elle nota l'apparition de nouveaux vêtements dans sa garde-robe à lui, des chemises d'une coupe plus moderne, d'une marque qu'il n'affectionnait pas auparavant. Elle sentit sur lui, certains soirs, des effluves de parfums étrangers, des notes florales ou fruitées qui n'appartenaient pas à sa collection à elle, ni à son eau de toilette à lui, habituellement boisée. Elle remarqua la manière dont il verrouillait systématiquement l'écran de son téléphone, le plaçait face contre table, comme pour en protéger le contenu de regards innocents. Chaque détail, isolé, pouvait être expliqué, rationalisé. Mais ensemble, ils formaient un motif inquiétant, une tapisserie dont le dessin commençait à prendre une forme monstrueuse. La première preuve tangible, le premier objet venu du monde du mensonge pour contaminer le leur, fut découverte un dimanche après-midi. James était parti faire un footing, une nouvelle habitude qu'il avait prise récemment, toujours seul, toujours à des heures irrégulières. Émilie rangeait le vestiaire, pliant des pulls. En secouant son manteau d'hiver d'un Loden qu'il portait peu avant de le ranger pour la saison, elle sentit un froissement de papier dans la poche intérieure. Elle y plongea la main et en sortit un reçu. Il était froissé, comme si on l'avait serré nerveusement dans un point avant de le fourrer là, dans l'espoir qu'il disparaisse. Le papier était d'une qualité épaisse, glacée, avec un en-tête élégant gravé en creux. Astérisque le Bistral astérisque. Elle connaissait le nom. Tout le monde connaissait le nom. C'était le restaurant au sommet de la tour Montparnasse, celui dont on parlait dans les magazines, celui dont les prix étaient affichés sans les centimes, comme pour souligner qu'ils étaient au-delà de telles considérations. Son cœur fit un bond désagréable dans sa poitrine. Elle déplia le reçu. La date datait de la semaine précédente, un mercredi soir. Un soir où James lui avait dit être à une « session de team building » avec son service. L'addition était astronomique. Un chiffre qui équivalait à 2 mois de courses alimentaires pour eux deux. Et surtout, en haut, griffonné à la main par le maître d'hôtel, table pour 2 au champagne offert par la maison. Émilie resta immobile au milieu du vestiaire, le papier glacé brûlant ses doigts. Une onde de froid, non pas extérieure mais surgit de ses propres entrailles, la parcourut des pieds à la tête, lui hérissant les poils sur les bras. Ce n'était plus une intuition, un malaise diffus. C'était un fait. Brut. Incroyable, mais là, noir sur blanc. La froideur se changea en une nausée sourde qui lui remonta à la gorge, lui serrant les cordes vocales. Elle plia le reçu avec une lenteur extrême, le rangea dans sa propre poche, puis continua à ranger, mécaniquement, les mains légèrement tremblantes. Quand James rentra, la peau luisante d'une sueur qu'elle trouva soudain suspecte, elle l'attendait dans le salon, assise dans son fauteuil, le reçu posé bien en évidence sur la table basse entre eux.
Elle ne dit rien. Elle le regarda entrer, lui sourire, s'essuyer le front. Son regard, à lui, balaya la pièce, accrocha le papier, et resta figé. Le temps sembla se suspendre. Émilie vit, avec une acuité douloureuse, toute une gamme d'émotions défiler sur son visage. La surprise, la panique, puis, presque instantanément, le calcul. Il reprit possession de ses traits, força un petit rire qui sonna creux dans le silence de l'appartement. Ah, le bistral. Oui, je m'en souviens. Il s'approcha, mais ne s'assit pas. Il resta debout, dominant la scène, dans une posture qu'elle interpréta soudain comme défensive. C'était pour le contrat Andersen. Tu te souviens, la grosse affaire dont je t'ai parlé? Le patron a insisté pour fêter ça en grand. Il a invité toute l'équipe. Enfin, les cadres. C'était obligatoire. Professionnel. Tu comprends. Elle le regarda fixement. Elle regarda ses yeux marrons qu'elle avait tant aimés, et elle y chercha une lueur de vérité, une étincelle de la complicité perdue. Mais ils étaient opaques, lisses comme du verre teinté. Il ne croisait pas les siens. Il fixait un point derrière son épaule, sur la bibliothèque, comme si la réponse à ses questions se trouvait dans l'alignement des livres. Sa voix était trop rapide, les mots trop bien enchaînés, comme récités. « Table pour deux » demanda-t-elle enfin, sa propre voix lui semblant lointaine, étrangère. Il eut un geste vague de la main. « Le patron et moi. On a dû discuter des derniers détails en tête-à-tête après le repas. Les autres étaient partis. » Il haussa les épaules, un mouvement qu'elle avait toujours trouvé séduisant, mais qui, ce jour-là, lui parut d'une insupportable désinvolture. C'était chiant à mourir, crois-moi. J'aurais préféré être rentrée ici. Elle ne dit rien de plus. Elle ramassa le reçu, le rangea de nouveau dans sa poche. L'acte était symbolique, elle gardait la preuve. Lui, il gardait son histoire. Le fossé entre eux venait de se matérialiser en un rectangle de papier glacé. Ce soir-là, pour la première fois, elle s'endormit le dos tourné à son corps, écoutant sa respiration régulière, se demandant quels autres mensonges reposaient, paisibles, dans la chambre obscure. Le secret, une fois qu'il a reçu une première nourriture substantielle, grandit à une vitesse exponentielle. Il cesse d'être une entité passive pour devenir un acteur à part entière de la vie du foyer. Il s'immisce dans chaque échange, alourdit les silences, transforme les gestes d'affection en pantomime suspecte. Émilie devint une anthropologue d'un monde en décomposition, étudiant avec une minutie douloureuse les rites et les codes de son propre mariage. Elle ne cherchait plus à comprendre James, elle cherchait à comprendre le mensonge, à en cartographier les contours, les habitudes, les failles. Une nuit, alors qu'un orage d'été grondait au loin et que James dormait d'un sommeil profond et insensible, le sommeil de ceux qui ont épuisé leurs ressources nerveuses dans la dissimulation, elle commit son premier acte délibéré d'investigation. Elle ne put résister. Le besoin de savoir était devenu plus fort que la peur de trouver. Elle se leva, pieds nus sur le parquet frais, et se dirigea vers le bureau qu'il utilisait à la maison, une petite pièce en désordre qu'il disait être son « antre créatif ». Elle cherchait, elle ne savait pas quoi. Une confirmation. Une piste. Quelque chose qui donne un nom à l'angoisse informe qui la rongeait. Le tiroir du haut de son bureau était toujours verrouillé. Il le lui avait dit un jour, en riant, « Mes secrets d'État sont là-dedans ». Elle avait ri avec lui, à l'époque. Ce soir-là, le rire lui sembla sinistre. Elle savait, pour l'avoir vu une fois distraitement, qu'il rangeait la petite clé dans une potiche chinoise posée sur une étagère haute, un bibelot qu'il disait être un cadeau d'un vieil oncle. Le tonnerre gronda, plus proche. À la lueur d'un éclair qui bleuit instantanément la pièce, elle tendit le bras, plongea la main dans la potiche. Ses doigts rencontrèrent des trombones, un briquet jetable, et enfin, la petite clé, froide et discrète. Son cœur battait à un rythme effréné, lui martelant les tempes. Elle introduisit la clé dans la serrure avec une main qui tremblait légèrement. Le déclic fut assourdi par un nouveau coup de tonnerre. Elle ouvrit le tiroir. À l'intérieur, c'était un désorganisé organisé, des stylos, des carnets, des clés USB, des piles de dossiers marqués, projet A ou notes perso. Elle fouilla délicatement, déplaçant les objets avec une précaution d'archéologue. Et c'est tout au fond, derrière une liasse de vieux relevés bancaires, que ses doigts rencontrèrent le velours.
Un petit écrin carré, noir, d'une simplicité qui en disait long sur le prix de son contenu. Elle le sortit, le tenant dans sa paume comme un oiseau mort. La pièce n'était éclairée que par la lumière blafarde de son téléphone, posé sur le bureau. Un autre éclair déchira le ciel, illuminant brièvement la pièce d'une lumière fantomatique. Elle ouvrit l'écrin. À l'intérieur, captant la faible lueur de la lampe torche virtuelle et la lumière crue des éclairs, reposait un anneau de fiançailles. Un diamant solitaire, taille coussin, d'un poids important, monté sur un fin bandeau de platine. La pierre était d'une pureté et d'un feu qui, même dans cette pénombre dramatique, était indéniable. C'était une bague de promesses, d'engagement, d'avenir partagé. Mais cet avenir n'était pas le sien. Le choc fut physique. Émilie sentit son estomac se contracter, sa bouche se remplir d'un goût métallique. Son propre cœur sembla cesser de battre un instant, suspendu dans un vide absolu, avant de repartir de plus belle, affolée. Le silence qui suivit l'éclair fut plus assourdissant que le tonnerre. Elle n'entendait plus que le bourdonnement de son sang dans ses oreilles, son propre souffle court et sifflant. Elle fixait la pierre, cette chose froide et belle qui résumait à elle seule toute la trahison. Elle pensa à ses propres mains, nues, à l'alliance simple qu'elle portait depuis 10 ans. Elle pensa aux mains de James, les imaginant tenant celles d'une autre, glissant cet anneau sur un doigt inconnu, prononçant des mots qu'il lui avait dit autrefois. Sans un bruit, les larmes aux yeux mais ne coulant pas, comme si son corps refusait même ce soulagement, elle referma l'écrin. Le clic du fermoir fut minuscule, définitif. Elle le replaça exactement où elle l'avait trouvé, derrière les relevés, avec une précision maniaque. Elle referma le tiroir, tourna la clé dans la serrure, alla replacer la clé dans la potiche. Puis elle retourna se coucher, se glissant sous les draps, son corps froid se moulant contre la forme tiède de James. Il grogna dans son sommeil, lui passa un bras autour de la taille, un geste d'habitude. Elle resta immobile, les yeux grands ouverts dans le noir, écoutant la pluie qui se mettait à tomber avec force contre les vitres, lavant tout sauf la vérité qu'elle venait de découvrir. Le lendemain, et les jours suivants, elle l'observa avec une intensité renouvelée. Elle regardait ses mains qui préparaient le café, signaient des chèques, caressaient le chat. Elles étaient vides de tout anneau autre que son alliance. Mais elles lui semblaient soudain porteuses d'une souillure invisible. Chaque geste de tendresse de sa part, une main sur son épaule, un baiser sur le front, la faisait frissonner intérieurement. Elle se demandait si ces mêmes mains avaient déjà enlacé une autre, si ses lèvres avaient prononcé les mêmes mots d'amour à une autre, sous la lumière d'un diamant solitaire. La pression monta d'un cran décisif quelques semaines plus tard, passant du registre émotionnel au registre financier, plus brutal, plus inéluctable. James rentra un soir particulièrement excité. Il avait les yeux qui brillaient d'une fièvre qu'elle ne lui connaissait pas. « Émilie, assieds-toi. J'ai des nouvelles, monumentales. » Il tira une chaise pour elle, un geste de courtoisie théâtrale. « La promotion. Celle dont je te parle depuis des mois. Directeur adjoint du pôle développement, avec une entrée potentielle au comité de direction d'ici 1 an. C'est fait. Enfin, presque. » Il parlait vite, avec une volubilité qui trahissait une nervosité sous-jacente. Il décrivait un avenir radieux, une augmentation de salaire substantielle, des stock-options, un bureau avec vue, une voiture de fonction de gamme supérieure. Émilie l'écoutait, le visage neutre, attendant la chute. Elle savait qu'elle viendrait. Il y a juste un petit détail technique à régler, poursuivit-il, son enthousiasme se teintant soudain d'une gravité feinte. Pour montrer mon engagement, la direction demande un apport personnel pour l'achat de parts sociales symboliques. Une sorte de caution, tu vois? C'est la procédure. J'ai tout prévu avec la banque, un prêt relais. Mais, il fit une pause dramatique, se frotta le menton. Mais ils sont très frileux en ce moment. Ils demandent des garanties supplémentaires. Et ta situation, à toi, ton emploi stable, ton salaire régulier, ton petit patrimoine, pour eux, c'est la garantie ultime. Ils veulent ta signature. Sur le prêt. Il sortit alors une liasse de papier d'une chemise cartonnée. Les documents étaient épais, bourrés de clauses en petits caractères. Il les posa devant elle, ouvrit un stylo et le lui tendit. C'est une formalité, Émilie. Une simple signature. Le prêt est à ton nom, mais c'est moi qui rembourse,
bien sûr, avec la nouvelle augmentation. C'est pour nous. Pour notre avenir. Pour que nous puissions enfin acheter cette maison à la campagne dont tu rêves. Elle prit les documents. Son regard se posa sur les chiffres. Le montant du prêt était exorbitant. Beaucoup plus élevé que ce qu'évoquait son apport symbolique. Elle feuilleta les pages, lisant des phrases alambiquées sur des taux variables, des assurances facultatives, des pénalités de remboursement anticipé. Ses yeux se posèrent sur la ligne « Emprunteur ». Il y avait un espace blanc, attendant son nom. À côté, dans une section plus petite, il était mentionné « Co-emprunteur, aucun ». James ne s'engageait pas. Seulement elle. Elle leva les yeux vers lui. Il souriait, mais ce sourire était tendu, ses lèvres étaient légèrement pincées. Ses doigts tambourinaient une nervosité contenue sur la table. Et dans ses yeux, elle vit à nouveau cette même lueur de panique fugace qu'elle avait aperçue le jour du reçu. La lueur du mensonge qui sent qu'il est sur le point d'être démasqué, qui fait un dernier effort désespéré pour se sauver. « Pourquoi mon nom seulement ?» demanda-t-elle, sa voix calme, trop calme. Il eut un geste d'impatience. « Je te l'ai dit, ils sont frileux. Mon secteur est jugé volatile. Toi, tu es dans un secteur porteur, créatif, stable. Ta signature vaut de l'or pour eux. C'est un compliment, en fait. » Il rit, un rire bref et sans joie. « Allons, Émilie, fais-moi confiance. Après toutes ces années ? C'est pour notre bien à tous les deux. » Le chantage était subtil, mais présent. Astérisque après toutes ces années ? Astérisque sous-entendu. Si tu ne signes pas, c'est que tu ne me fais pas confiance, tu mets en péril notre avenir, tu es une mauvaise épouse. Elle le regarda, cet homme qu'elle avait épousé, avec qui elle avait partagé un lit, des rêves, des peines. Elle vit l'étranger. Elle vit le calculateur. Elle vit la peur derrière l'assurance. Et pourtant, par une lâcheté qu'elle se reprocha amèrement par la suite, par une peur encore plus grande de faire éclater la bulle et de se retrouver seule face à l'inconnu, elle signa. Elle prit le stylo, sa main ne tremblant même pas et signe, peut-être, qu'une partie d'elle était déjà morte, et traça son nom, Émilie Laurent, sur la ligne pointillée. L'encre bleue sembla noire sur le papier blanc. Elle venait de signer un pacte avec le diable, ou du moins avec son représentant légal. Elle venait d'hypothéquer son avenir financier pour financer le sien, et probablement celui de l'inconnu au diamant solitaire. Après cet acte, quelque chose en elle se brisa définitivement. Mais cette cassure ne la mena pas à l'effondrement, comme on aurait pu s'y attendre. Au contraire, elle la mena à une lucidité de glace. La peur, la tristesse, la confusion, toutes ces émotions tourbillonnantes se déposèrent, formant une couche de détermination froide et résolue au fond de son être. Elle n'était plus l'épouse trompée et bafouée. Elle était une femme qui avait été pillée, utilisée, mise en danger. Et elle allait se défendre. Non par vengeance passionnelle, mais par un besoin de survie, de justice élémentaire. Elle se mit à documenter tout. Elle fit des photocopies du contrat de prêt, des relevés bancaires montrant leurs finances communes, des transactions suspectes qu'elle commença à identifier. Elle nota les dates, les heures, les absences de James. Elle devint une archiviste de sa propre dépossession. Elle ne parlait pas, ne confrontait pas. Elle attendait. Elle savait, instinctivement, que le mensonge, aussi bien construit soit-il, finit toujours par produire une erreur, par laisser une trace indélébile. Elle attendait cette erreur. Elle ne priait pas pour la découvrir. Elle l'attendait simplement, avec la patience terrible de ceux qui n'ont plus rien à perdre. La vérité, comme une rivière souterraine qui a creusé son lit pendant des mois, finit toujours par jaillir à la lumière. Elle choisit son moment, souvent le plus inopportun, le plus dramatique. Pour Émilie, le moment fut un texto de 7 mots, reçu alors qu'elle était assise dans le silence feutré de sa voiture, garée en double fil de l'autre côté de la rue du Bistral. Elle avait suivi James ce soir-là. Ce n'était pas un plan prémédité de longue date, mais une impulsion soudaine, née d'une accumulation insoutenable. Il était rentré plus tôt, s'était changé avec une hâte fébrile, avait enfilé le costume qu'il portait d'habitude pour les grandes occasions, celui avec une fine rayure bleu nuit. Il l'avait embrassée rapidement sur la joue. Dîner d'affaires. Très important. Des investisseurs suisses. Je rentre tard. Son parfum,
ce jour-là, était différent. Plus frais, plus citronné. Un parfum de premier rendez-vous. Elle n'avait pas réfléchi. Elle avait attendu qu'il parte, avait enfilé un manteau, était descendue, avait pris sa voiture. Elle l'avait suivi à distance, le cœur battant une chamade sourde et régulière, les mains moites sur le volant. Elle n'était pas une espionne chevronnée, mais la nécessité lui donnait une froideur opérationnelle. Elle l'avait vu se garer non pas près des bureaux de sa société, mais dans un parking souterrain près des Champs-Élysées. Elle l'avait vu en sortir, ajuster sa cravate, vérifier son reflet dans une vitrine, puis s'engouffrer d'un pas décidé sous la marquise lumineuse du Mistral. C'est alors qu'elle avait reçu le texto. Vibrant sur le siège passager, la lueur bleutée de l'écran éclairant brièvement l'habitacle. Elle l'avait pris, avait lu, bloqué au bureau encore, « Désolé mon amour. Je rentre tard. Ne m'attends pas pour dîner. » 7 mots. 7 mensonges. Ils flottaient sur l'écran, d'une innocence obscène. Bloqué au bureau. Elle leva les yeux vers la façade illuminée du restaurant, les lettres dorées, les fenêtres derrière lesquelles on devinait l'agitation feutrée d'un monde qui n'était pas le sien. Désolé mon amour. L'expression lui tordit les entrailles. Ne m'attends pas pour dîner. Non, en effet, il dînait déjà. Probablement des huîtres, du foie gras, du vin à plusieurs centaines d'euros la bouteille. Un calme étrange, presque surnaturel, descendit sur elle. La nausée, l'angoisse, la colère rentrée, tout cela se dissipa, laissant place à une clarté mentale absolue. C'était fini. Le jeu était terminé. Elle éteignit son téléphone, le rangea dans son sac. Elle prit une grande inspiration, sentant l'air de la rue, tiède et chargé des effluves des restaurants voisins de pain, grillades, café. Puis elle sortit de voiture. Ses jambes étaient fermes. Sa tête était légère, vidée de tout superflu. Elle n'avait pas de plan. Elle avait seulement les documents, les preuves, rangés dans son sac depuis des jours, comme un talisman ou une arme. Et elle avait ce besoin viscéral, définitif, de confrontation. Pas une confrontation hystérique, mais une mise à nu. Une exposition. Elle devait astérisque voir astérisque, et elle devait astérisque être vue astérisque. Elle devait que son regard croise celui de James au moment où l'illusion s'effondrerait. Elle franchit les lourdes portes en chêne du restaurant. Un mur de sons et d'odeurs l'assaille. Le murmure bas des conversations, le chuintement discret d'un cappuccino se faisant à la machine derrière le bar, le cliquetis cristallin des couverts sur la porcelaine. L'air était frais, climatisé, chargé d'un mélange enivrant de parfums, café fraîchement moulu, beurre noisette, truffe noire, et cet indéfinissable parfum de l'argent, du luxe tranquille, de la réussite assurée. Un maître d'hôtel en queue de pie, l'air à la fois affable et impénétrable, se détacha de son poste et s'avança vers elle. Son regard expert balaya en une fraction de seconde sa tenue, un tailleur pantalon simple, des escarpins sans extravagance et son visage, qu'il dut trouver trop pâle, trop tendu, pour être celui d'une habituée des lieux. « Bonsoir, madame. Vous avez une réservation ?» Sa voix était polie, neutre, mais son ton sous-entendait clairement que sans réservation, l'accès à ce sanctuaire était improbable. Émilie ouvrit la bouche, mais les mots se refusèrent à elle. Que dire? Je suis la femme de l'homme qui trompe sa maîtresse ici même? Je cherche mon mari? Tout son être se rebella contre la formulation d'une telle humiliation. Elle sentit un afflux de chaleur lui monter aux joues, un mélange de honte et de panique. Elle allait faire demi-tour, s'enfuir, laisser faire le destin. C'était trop. Elle n'était pas de ce monde. C'est alors qu'un jeune serveur, portant un plateau chargé de verres à pieds étincelants, passa près d'eux. Il avait un visage ouvert, presque enfantin, des yeux vifs et curieux. Il vit la détresse sur le visage d'Émilie, son hésitation, son regard qui balayait la salle d'un air égaré, cherchant quelque chose, ou quelqu'un, sans savoir où regarder. Il ralentit, s'arrêta un instant. Puis, se penchant légèrement vers elle, il baissa la voix jusqu'à n'être plus qu'un murmure confidentiel, à peine audible par-dessus le murmure général du restaurant. « Madame, excusez-moi. Vous cherchez quelqu'un ?» Le regard d'Émilie se posa sur lui, plein d'une détresse muette. Il poursuivit, son propre regard ayant vagabondé un instant plus tôt vers le fond de la salle, vers une table près de la baie vitrée. « C'est pour Monsieur Laurent, peut-être ?»
Il vit son tressaillement imperceptible, sa confirmation silencieuse. Il eut un petit hochement de tête, presque compatissant. Il est là-bas. Table 5. Avec sa fiancée. Il marqua une pause infime, comme s'il pesait le poids de ses mots. Ils viennent souvent. Puis, aussi discrètement qu'il était apparu, il repartit, son plateau en équilibre, se fondant dans le ballet orchestré de la salle. Les mots frappèrent Émilie avec la force d'un marteau-pilon. Astérisque sa fiancée. Astérisque ce n'était plus un terme abstrait, un soupçon. C'était un titre, une fonction sociale, confirmée par un témoin extérieur. Astérisque ils viennent souvent. Astérisque l'habitude, la normalité de la tromperie. Le monde autour d'elle sembla effectuer une rotation lente et nauséeuse. Les sons se déformèrent, s'étirèrent en longs gémissements. Le cliquetis des couverts devint un carillon lointain et funèbre, les rires étouffés des autres clients une rumeur venue d'une autre galaxie. Son champ de vision se rétrécit, se focalisant sur un tunnel au bout duquel était la table 5. Elle se força à respirer, un grand coup d'air glacé qui lui brûla les poumons et la ramena à une lucidité aiguë, douloureuse. Puis, lentement, comme poussée par une force qui n'était plus tout à fait la sienne, elle se tourna. Et elle le vit. Là, baignant dans une lumière dorée, théâtrale, qui tombait d'un plafonnier en forme de coupe renversée. À une table ronde, près de l'immense bail vitré qui offrait une vue à couper le souffle sur la ville illuminée, scintillante comme un écrin de bijoux à ses pieds. James. Astérisque son astérisque James. Il était penché en avant, les coudes sur la table, un sourire aux lèvres qu'elle ne lui connaissait pas. Un sourire détendu, conquérant, heureux, sans l'ombre d'une préoccupation, d'un remords. Un sourire d'homme qui a réussi, qui est exactement où il veut être. Il parlait avec animation, ses mains dessinant des formes dans l'air, racontant sans doute une de ces anecdotes dont il la privait depuis des mois. En face de lui, une jeune femme. Alina. Elle était d'une beauté lisse, impeccable, comme sortie d'un magazine de luxe. Ses cheveux, d'un châtain clair, tombaient en vagues parfaites sur ses épaules. Elle portait une robe de soirée noire, d'une coupe simple mais d'une évidente perfection, qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Et à sa main gauche, qui reposait négligemment près de son verre à champagne à moitié vide, étincelait, implacable, froid, l'éclat du diamant solitaire. Celui de l'écrin. La pierre captait la lumière et la renvoyait en mille éclats, comme un œil moqueur braqué sur Émilie. Alina riait, la tête légèrement penchée sur le côté, les yeux brillants, captivée, confiante, visiblement amoureuse. Elle tendit la main, effleura celle de James sur la nappe, un geste d'une intimité douce, naturelle. C'était un tableau parfait. Une scène de rêve. Une promesse d'avenir radieux, de réussite sociale, de bonheur conjugal dans les hautes sphères. Astérisque sa astérisque promesse, à elle, Émilie. Celle qu'il lui avait faite 10 ans plus tôt, dans une mairie de quartier, devant une poignée d'amis et de familles. Cette promesse avait été recyclée, emballée dans un papier plus brillant, et offerte à une autre, sous une lumière plus flatteuse, sur une scène plus prestigieuse. C'est à ce moment précis, debout dans l'allée du restaurant, les doigts crispés sur la lanière de son sac, que toutes les pièces du casse-tête s'emboîtèrent dans un claquement mental sec, logique, définitif. La révélation fut totale, aveuglante. Ce n'était pas une simple affaire de cœur volage, de passion adultère. C'était un projet. Un plan de carrière. Une ascension sociale calculée au centimètre près. James utilisait les fondations de sa vie avec Émilie. Sa stabilité financière, sa réputation irréprochable, son amour patient, son nom sur un prêt, comme tremplin, comme caution, pour s'élever vers un autre monde. Il se servait de sa femme légitime comme d'un compte en banque, d'un garant moral, d'un faire-valoir discret, pour séduire et épouser Alina, la fille unique du président-directeur général de sa compagnie, l'héritière d'une fortune et d'un empire. Chaque mensonge, chaque retard, chaque secret avait été une brique posée dans l'édifice de cette nouvelle vie. Le reçu du Bistral? Une étape de la séduction. Le diamant? L'investissement nécessaire pour sceller l'alliance. Le prêt? Le capital de départ de sa nouvelle existence de grand bourgeois. Elle, Émilie, n'était pas la femme trompée. Elle était la victime d'une escroquerie morale et financière à grande échelle. Elle était le pion sacrifié sur l'échiquier de son ambition. La colère, alors, n'éclata pas en elle comme une bombe.
Elle se solidifia. Elle se transforma en un bloc de glace pure, dure, tranchante, d'une froideur absolue qui envahit ses veines et clarifia son esprit. Toute émotion parasite la peine, la jalousie, le désespoir fut instantanément gelé, laissant place à une détermination froide, nette, implacable. C'était la précision du designer qui voit enfin la faille dans la composition et sait exactement quel fil tirer pour que l'ensemble s'effondre de manière spectaculaire, mais contrôlée. Elle ouvrit son sac, y plongea la main. Ses doigts rencontrèrent les documents qu'elle y avait glissés presque machinalement en quittant l'appartement, comme une amulette ou une arme de dernier recours. Les photocopies du contrat de prêt à son nom, les relevés bancaires montrant les transferts initiaux, les échéanciers, une note manuscrite où elle avait calculé le coût réel de ce prêt sur sa propre vie. Des papiers ternes, administratifs, qui racontaient une histoire bien plus crue, bien plus sordide, que celle du dîner romantique. L'histoire de l'argent. L'histoire du calcul. L'histoire de la trahison financière qui sous-tendait et finançait la trahison sentimentale. Elle les serra dans sa main. Puis elle releva la tête, et elle marcha. Vous pouviez sentir l'électricité statique monter dans l'air bien avant qu'elle n'arrive à leur table. Ce n'était pas un bruit, mais une modification de la pression atmosphérique. Quelques têtes, averties par cet instinct grégaire qui signale le danger, commencèrent à se tourner. Une dame âgée, à une table voisine, cessa de porter sa fourchette à sa bouche, la laissant en suspens, les yeux écarquillés. Un homme d'affaires en costume gris interrompit son monologue, le regard suivant cette femme qui traversait la salle avec une lenteur et une détermination aussi effrayantes que celle d'un glacier en mouvement. L'air semblait se figer autour d'elle, créant une bulle de silence qui progressait avec elle. James, riant à une remarque d'Alina, un rire franc et détendu, leva les yeux. Par hasard, par cette sixième sens qui nous alerte de la présence d'un prédateur, même au milieu d'un festin. Son regard balaya la salle, croisa celui d'Émilie. Et son monde s'arrêta. Son sourire se figea littéralement sur ses lèvres, se décomposa en une fraction de seconde pour laisser place à une expression de terreur pure, primitive, animale. Ses yeux, d'un marron habituellement chaleureux, s'écarquillèrent jusqu'à montrer le blanc tout autour de l'iris, devenant deux taches noires et vitreuses, emplies d'une incrédulité panique. Son visage, un instant plutôt détendu et coloré, devint d'une pâleur de cire, d'une blancheur cadavérique. Ses lèvres, encore humides de vin, s'entr'ouvrirent sur un « oh » parfait de stupéfaction muette, mais aucun son n'en sortit. Pas un souffle. Pas un cri étouffé. Comme si le choc avait coupé net son accès à l'air, à la parole, à la vie même. Sa main, qui tenait sa fourchette, se immobilisa à mi-chemin entre l'assiette et sa bouche, puis retomba lentement, mollement, avec un léger cliquetis sur la porcelaine. Alina, intriguée par ce changement soudain, par ce regard fixe et horrifié posé non sur elle, mais sur quelque chose derrière son épaule, tourna la tête. Son sourire heureux, confiant, le sourire de la fiancée choyée, ne s'effaça pas immédiatement. Il se transforma d'abord en une expression de curiosité polie, d'interrogation. Puis, à la vue d'Émilie qui s'arrêtait net à leur table, son visage se modifia. La curiosité fit place à une incompréhension profonde, teintée d'une vague irritation, comme si on interrompait un moment parfait par une inconvenance. Ses yeux, d'un bleu pâle et clair, se posèrent sur Émilie, la scrutant, cherchant une explication dans cette apparition incongrue. Émilie s'arrêta. Elle ne les regarda pas tout de suite. Elle laissa son regard, calme et méthodique, parcourir la table. Elle enregistra chaque détail avec la précision d'un photographe de scène de crime. Les assiettes de porcelaine fine de Limoges, bordées d'un fin liseré d'or, presque vides mais disposées avec art. Les couverts en argent massif, légèrement écartés. La carafe à eau en cristal, à moitié pleine. Les deux flûtes à champagne, dont l'une, celle d'Alina, portait la trace rose pâle d'un rouge à lèvres. Le bouquet de roses blanches et de lys au centre de la table. D'une fraîcheur artificielle. Un cadre d'une perfection insupportable. Puis, lentement, délibérément, avec un contrôle absolu de son geste, elle posa la liasse de documents sur la nappe immaculée. Elle ne les jeta pas. Elle les déposa. Juste à côté du verre de vin de James, le cristal légèrement teinté de rouge par le bordeaux. Le bruit sec, mat, du papier froissé sur la toile cirée fut minuscule, à peine audible. Mais dans le silence absolu qui s'était maintenant installé à leur table et dans un rayon de plusieurs mètres, il résonna comme le déclic d'un revolver qu'on arme. Elle leva alors les yeux,
et pour la première fois, son regard rencontra directement celui de James. Il était toujours figé, pétrifié, son cerveau visiblement en train de fondre sous l'intensité du choc, cherchant désespérément une issue, une explication, un mensonge salvateur qui ne venait pas. « Je pense que ces papiers t'appartiennent, James, » dit-elle alors. Sa voix. C'était peut-être le plus terrifiant. Elle n'était pas stridente, pas chargée de larmes, pas tremblante de rage. Elle était calme, claire, posée. Elle portait parfaitement dans le silence de la salle, comme la voix d'un présentateur de nouvelles annonçant une catastrophe. C'était une voix d'adulte qui règle ses comptes, sans émotion superflue. Tu as dû les oublier ce matin, en partant si précipitamment. Le prêt. Celui que tu m'as fait signer pour ta promotion, tant attendue. Celui qui est à mon nom. Entièrement. Elle désigna du doigt les documents, puis laissa son regard glisser vers Alina, dont le visage commençait à perdre ses couleurs à son tour, l'incompréhension cédant la place à une angoisse sourde, prémonitoire. James retrouva enfin l'usage de sa voix, mais ce fut une voix étranglée, rauque, à peine audible, celle d'un homme qui étouffe. « Émilie. Attends, ce n'est pas ce que tu crois. On peut en parler, pas ici. » Il tendit une main vers elle, un geste suppliant, implorant, mais sa main tremblait visiblement. Émilie ignora son geste, ignora sa tentative de diversion. Elle se tourna légèrement, s'adressant maintenant directement à Alina, avec une politesse de glace. « Et vous devez être Alina. James m'a beaucoup parlé de vous. Enfin, indirectement. » Elle eut un petit sourire, sans aucune chaleur. « Félicitations pour vos fiançailles. C'est une très belle bague. » Son regard se posa sur le diamant, qui scintillait stupidement sous la lumière. Puis elle revint au document. J'espère qu'elle a été payée avec astérisque son astérisque argent à lui. Avec astérisque ses astérisques économies. Parce que tout le reste. Elle fit un geste circulaire de la main, un geste lent, qui englobait James, son costume, la table, le restaurant, et au-delà, l'appartement, la voiture, tout ce qui constituait l'apparence de sa vie. Tout le reste, l'appartement dans le 16e, il vous en a parlé, j'imagine ? La voiture de fonction haut de gamme, les costumes sur mesure, les dîners ici même au Bistral. Tout cela a été payé avec le mien. Avec mon salaire. Avec ma signature sur un prêt qu'il m'a fait contracter sous de faux prétextes. Avec l'argent d'une femme qu'il a épousée il y a 10 ans et qu'il s'apprêtait apparemment à quitter, une fois que votre père lui aurait ouvert les portes du comité de direction. Les mots tombaient un à un, précis, mesurés, chacun portant le poids d'une preuve, d'un chiffre, d'une date. Émilie ne criait pas. Elle exposait. Elle démontrait. Comme elle aurait présenté une maquette à un client difficile, en soulignant les incohérences, les failles de raisonnement. Elle parlait de taux d'intérêt, de mensualité, de garantie, de relevés bancaires qui montraient des transferts vers des comptes qu'elle ne connaissait pas. Elle citait des dates qui correspondaient à des week-ends où James disait être en séminaire, mais où des réservations d'hôtels luxueux apparaissaient sur ses cartes de crédit communes. Le visage d'Alina se décomposa lentement, mais sûrement. D'abord, ce fut l'incrédulité totale. Elle regarda James, cherchant dans ses yeux une dénégation, une explication. Mais elle ne trouva que la panique, la honte, la défaite totale. L'homme sûr de lui, l'homme d'avenir, s'était réduit à une loque tremblante, incapable de soutenir son regard. Puis vint la compréhension, brutale, douloureuse. Elle vit les documents, entendit les chiffres, fit le lien entre les mensonges de James, un petit investissement personnel, un héritage modeste, un prêt familial, et la réalité crue exposée par cette femme inconnue, cette épouse légitime. L'humiliation fut la première à apparaître, une rougeur violente qui lui monta du décolleté jusqu'aux racines de ses cheveux. Puis la colère, une colère froide, méprisante, celle de quelqu'un qui a été pris pour une imbécile, utilisée comme un marchepied social. Enfin, un dégoût absolu, physique, la faisant presque reculer sur sa chaise, comme pour s'éloigner d'une souillure. Sans un mot, Alina se leva. Le mouvement fut brusque, faisant grincer les pieds de sa chaise sur le parquet. Elle jeta sa serviette en lin sur la table, la tache blanche atterrissant dans une sauce. Puis, d'un geste d'une violence contenue mais extrême, elle arracha la bague de son doigt. Le diamant lui résista une seconde, accrochant la peau, puis céda. Elle la tint un instant entre son pouce et son index,
regardant cette pierre qui symbolisait non pas l'amour, mais la duperie, l'ambition sordide. Puis, avec un mépris silencieux, elle la lança vers James. La bague tournoya dans l'air, captant la lumière en un éclair fugace et moqueur, avant de frapper son verre de vin avec un « digne », cristallin, aigu, qui sembla déchirer définitivement le silence. Le verre oscilla, le vin rouge gicla en quelques gouttes sur la nappe blanche, comme du sang. Alina ne regarda plus personne. Son visage était un masque de glace, ses yeux bleus désormais froids et durs comme de l'acier. Elle tourna les talons, prit son petit sac à main sur la table, et partit. Elle marcha droit, la tête haute, à travers la salle maintenant silencieuse où tous les regards étaient braqués sur elle, sur James, sur Emily. Sa silhouette élégante, son dos droit, son pas assuré, traversèrent l'espace comme un navire fantôme traversant une mer d'huile, et disparut par les portes battantes menant au hall, sans un regard en arrière. Elle laissait derrière elle le champ de bataille, le scandale à l'état pur, et un homme dont l'avenir venait de se volatiliser en une poignée de secondes. James resta là, anéanti, dévasté. Il était affalé sur sa chaise, comme si toutes ses vertèbres s'étaient dissoutes. Il regardait l'endroit où la bague était tombée, près de son assiette, le diamant luisant stupidement dans une flaque de vin renversée. Il regardait les documents, ces papiers qui étaient son arrêt de mort social et financier. Il regardait Emily, enfin, vraiment, mais elle ne vit dans ses yeux qu'un immense vide, une panique totale, et peut-être, au fond, le début d'une compréhension terrifiante de l'étendue de sa chute. Il était nu, démasqué, humilié publiquement. L'homme qui jouait deux rôles à la perfection venait de se faire prendre sur scène, devant un public choisi et impitoyable. Son avenir si soigneusement calculé, la promotion assurée, le mariage brillant, l'entrée dans la haute société, la fortune, le statut s'était désagrégé sous ses yeux, réduit en poussière en moins d'une minute. Il ne pleurait pas. Il ne parlait pas. Il était simplement là, une coquille vide, un pantin dont on avait coupé les fils. Émilie le regarda une dernière fois. Longuement. Elle scruta ce visage qu'elle avait aimé, ces traits qu'elle connaissait mieux que les siens propres. Elle ne ressentit plus rien. Plus d'amour, bien sûr. Plus de haine non plus. La haine est une passion, et elle était au-delà de toute passion. Il n'y avait qu'un immense vide, une indifférence absolue, et la certitude tranquille, irréfutable, que c'était fini. Terminé. Il n'était plus rien pour elle. Moins qu'un étranger. Un souvenir déjà en train de s'effacer. Elle ne dit rien de plus. Elle n'en avait pas besoin. La vérité, posée là, sur la table, avait fait son œuvre, bien plus efficacement que des cris ou des larmes. Elle prit une dernière inspiration, sentant cet air climatisé, parfumé au mensonge et à la trahison, emplir ses poumons une dernière fois. Puis elle tourna le dos. Simplement. Elle tourna le dos au naufrage qu'elle laissait derrière elle, à l'homme effondré, au regard scandalisé ou jubilant des autres clients, au champ de ruines de ce qui avait été sa vie. Et elle s'éloigna. Elle marcha droit, la tête haute, les épaules légères, d'un pas ferme et régulier, quittant le restaurant, quittant cette vie, quittant James, pour ne jamais se retourner. La porte du restaurant se referma derrière elle avec un léger chuin, étouffé, coupant net le silence de la salle. Dehors, l'air de la nuit était frais, vivifiant. Elle le respira à plein poumon, comme si elle sortait d'une grotte étouffante. Les lumières de la ville brillaient, indifférentes, belles. Elle monta dans sa voiture, démarra, et s'éloigna, laissant derrière elle le Bistral et tout ce qu'il représentait, s'enfouissant dans le flux anonyme de la circulation nocturne, vers un avenir désormais vierge et entièrement sien. Les jours, les semaines qui suivirent furent empreints d'une paix étrange, presque surnaturelle. Une paix faite non pas d'oubli, mais de résolution. Il n'y eut pas de scène dramatique, pas de réconciliation impossible, pas de vengeance spectaculaire. Il y eut simplement une succession d'actes fermes, logiques, irrévocables, accomplis avec la sérénité de celle qui a vu le pire et en a réchappé. Elle n'eut pas besoin de crier sa vengeance. La vérité, déposée sur la table du Bistral, s'était chargée de tout. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans le milieu professionnel étroit de James. La fille du PDG, humiliée, avait évidemment tout raconté à son père. La promotion fut annulée dans l'heure. Pire, James fut licencié pour « faute grave », liée à des problèmes d'intégrité et d'utilisation frauduleuse de ressources,
un euphémisme corporate pour escroc et menteur. Son nom devint synonyme de honte dans son secteur. Les portes se fermèrent les unes après les autres. Emily, de son côté, agit avec une efficacité froide. Le lendemain même du dîner, munie des documents originaux et de ses preuves, elle se rendit à sa banque. Elle rencontra son conseiller, un homme compétent et compréhensif devant l'évidence du stratagème. L'affaire fut traitée comme une escroquerie. Le prêt fut annulé, les premières échéances remboursées, le dossier clôturé. Aucune trace ne resterait sur son historique financier. James, trop occupé à essayer de sauver les meubles de sa propre vie en flammes, ne tenta même pas de contester. Les avocats firent le reste. Le divorce fut une formalité amère, mais incroyablement rapide. James, ruiné socialement, professionnellement et moralement, n'avait plus les moyens, ni l'énergie, ni probablement le courage, de se battre. Il signa les papiers sans discuter, acceptant un départ presque sans rien, ce qui était juste, étant donné que la plupart de leurs biens avaient été financés par Emily ou par le pro frauduleux. Il disparut de sa vie comme une ombre effacée par le soleil levant, sans adresse, sans nouvelles. Emily entendit vaguement dire qu'il avait quitté la ville, peut-être le pays, pour tenter de recommencer ailleurs, sous un autre nom, avec un autre mensonge, sans doute. Cela lui était parfaitement égal. Elle vendit l'appartement qu'il partageait, trop imprégné de souvenirs qui n'étaient plus que des faux-semblants. Elle en utilisa l'argent pour acheter un loft plus petit, plus lumineux, dans un quartier d'artistes qu'elle avait toujours aimé. Elle le meubla avec des pièces qu'elle choisit elle-même, selon ses goûts à elle, sans compromis. Des lignes épurées, des couleurs franches, beaucoup de lumière. Un espace qui ne devait rien à personne, surtout pas à un homme et à ses rêves de grandeur. Elle se remit à son travail avec une passion renouvelée. Ses créations graphiques prirent une nouvelle profondeur, une audace qu'elle ne s'était jamais permise auparavant. Les contrastes étaient plus marqués, les compositions plus osées, les messages plus directs. Sa réputation grandit. Elle devint connue pour son œil infaillible et son intégrité professionnelle absolue. On lui offrit des projets plus importants, plus prestigieux. Elle refusait ceux qui sentaient le compromis, l'hypocrisie. Elle choisissait ses clients comme elle choisissait désormais les gens qu'elle laissait entrer dans sa vie, avec une méfiance saine et des critères exigeants. Les nuits, autrefois peuplées d'insomnies anxieuses, devinrent paisibles. Elle apprit à apprécier le silence de son nouvel appartement, un silence qui n'était plus menaçant, peuplé de non-dits, mais un silence plein, riche, rempli de sa propre présence, de ses propres pensées. Elle lisait. Elle écoutait de la musique. Elle se promenait dans la ville aux heures creuses, redécouvrant des rues, des cafés, des librairies, avec le regard neuf de celle qui a failli tout perdre et qui retrouve la saveur des petites choses. Elle ne parlait jamais de cette nuit au Bistral. À ses amis les plus proches, qui avaient suivi l'effondrement de son mariage avec consternation puis avec un soulagement féroce, elle disait simplement « C'est fini. Il a fait des choix. J'ai fait les miens. » Elle n'entrait pas dans les détails sordides du prêt, du diamant, de la mise en scène au restaurant. Ces détails étaient à elle. Sa victoire, aussi privée qu'elle avait été publique sur le moment. La justice avait été servie, non pas chaude et bruyante, dans les cris et les insultes, mais froide, précise, chirurgicale et définitive. Elle avait exposé la vérité au moment où elle ferait le plus mal, puis elle avait tourné les talons, laissant le mensonge s'effondrer sous son propre poids. Parfois, très rarement, le soir, en regardant par la grande baille vitrée de son loft les lumières infinies de la ville étalées à ses pieds, elle repensait à cette autre baille vitrée, celle du Bistral, et à la vue qu'elle offrait. Elle repensait à la table 5, au reflet des bougies dans le verre de cristal, au visage de James qui se décomposait, passant de la suffisance à la terreur absolue. Elle repensait au son de la bague de fiançailles heurtant le verre de vin, ce « digne », parfait, cristallin, qui avait scellé la fin d'une ère. Elle ne ressentait plus de douleur. Plus de colère. Juste une leçon, gravée à jamais dans sa chair et dans son esprit, aussi indélébile qu'un tatouage. La vraie force, la force qui reconstruit et qui libère, ne réside pas dans l'éclat spectaculaire de la révélation, ni dans la violence de la riposte. Elle réside dans le courage de poser la vérité, nue, crue, incontestable, sur la table, au bon moment, au bon endroit. Elle réside dans la grâce tranquille, souveraine, de tourner le dos aux décombres et de s'en aller, sans un regard en arrière, pour bâtir quelque chose de neuf,
de solide, de vrai, sur des fondations que l'on a choisies soi-même. La vie d'Émilie, désormais, était à elle. Entièrement. Radicalement. Pixel par pixel, jour après jour, elle en redessinait les contours, les couleurs, les ombres et les lumières. Elle la composait comme une œuvre d'art personnel, sans client à satisfaire, sans mari à servir, sans mensonge à entretenir. Elle vivait dans la paix souveraine de celle qui a vu s'effondrer un château de cartes dorées, et qui a choisi, non pas de pleurer sur les ruines, mais de bâtir, à quelques pas de là, une maison de pierre, modeste, solide et parfaitement à son image. Et dans cette maison, le silence était d'or, la lumière était pure, et l'horizon, désormais, était infiniment libre.